Bienvenue sur Fil Horizon. Pour bien démarrer l'année, je vais aborder un sujet qui me paraît assez crucial, un peu comme la bonne résolution de l'année. Nous allons ici aborder le sujet des passages à l'acte. Qu'est-ce que j'appelle un passage à l'acte? Ce serait une rupture radicale dans le déroulé de la relation ou de l'histoire que vous êtes en train de vivre par le fait de poser un acte qui va tout changer. Et cela au lieu d'avoir une bonne communication entre adultes. C'est donc une réaction extrême mise en œuvre. Elle arrive souvent de manière imprévue, implique de grands bouleversements et donc est hyper déstabilisante. Ce serait comme faire tanguer dangereusement le navire de son existence et ensuite croiser les doigts pour pouvoir arriver sain et sauf à destination. C'est ce qu'on appelle aussi les coups de théâtre. Vous avez une scène et tout d'un coup, tout se rejoue. Ici, il n'est pas question de juger qui que ce soit ni le mouvement en lui-même, mais de comprendre les raisons qui vont conduire à cette grande perturbation et peut-être aussi son utilité. Avant cela, je vais vous donner quelques exemples de passages à l'acte, car je vous avoue que sur toute mon existence, l'ensemble de mon existence, j'ai essentiellement fonctionné sur ce mode-là, plutôt que de communiquer sainement. Le dernier passage à l'acte important que j'ai fait dans ma relation à mon compagnon, maintenant il remonte déjà depuis, pas cet été qui vient de passer, l'été d'avant, donc ça fait bien 1 an et demi que je n'en ai plus produit. Maintenant, si je pose un acte radical, c'est qu'il a été réfléchi et que je suis tout à fait en accord avec cela. Bien évidemment, on n'est jamais à l'abri de faire une rechute. Je vais prendre l'exemple d'un des passages à l'acte les plus emblématiques de la personnalité évitante, c'est la rupture du lien. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand la relation se stabilise, se sécurise, où tout est au rendez-vous et tout se passe bien? Mon mécanisme de défense va s'enclencher et je vais avoir envie de me tirer. Mais dans un premier temps, je ne me rends pas bien compte de cela. Et donc, je vais aller observer tout ce qui cloche chez l'autre. Et à la première occasion où je serai déçue, c'est à ce moment-là qu'il y a le plus gros risque de passage à l'acte. Et c'est ce que j'ai fait longtemps dans la première partie de ma vie. Je voyais bien que ce n'était pas l'idéal, mais je n'avais pas à cette époque-là les moyens de faire autrement. Alors, je précise que les passages à l'acte ne concernent pas que les situations où un évitant serait dans une relation idéale, harmonieuse, équilibrée et tout irait bien. Bien sûr, cela se passe aussi lorsqu'il y a des vraies raisons de rompre parce que la relation ne se passe pas bien. Si ce n'est que, en fonction de sa maturité, l'évitant va trouver ou pas les justes mots pour le dire. Cette partie-là peut rendre le décodage difficile pour les partenaires d'évitants. Il arrive aussi à des évitants d'être en capacité de dire avec justesse ce qu'il se produit dans la relation, ce qu'ils ressentent et leur souhait de rompre la relation. Parfois, tout cela est vécu sereinement et en bonne intelligence, mais il arrive aussi que le partenaire surpris par ce changement soudain n'accepte pas ce choix. La décision de rupture est bien souvent un choix unilatéral. C'est plutôt rare que les couples se mettent d'accord pour rompre. Et donc le partenaire surpris par l'événement qui surgit peut être dans le déni dans un premier temps et donc s'inventer l'histoire que comme c'est un évitant, sûrement que la relation allait trop bien et qu'il s'est replié dans son mécanisme de défense. Ce risque-là se produit notamment lorsque on est allé se renseigner sur la personnalité évitante et qu'on s'est spécialisé dans ce type de personnalité. Cette hypothèse-là reste une option dans le cas d'un évitant ou une évitante, mais retenez quand même que les gens ont le droit de ne plus avoir leurs sentiments et de rompre une relation. Et comment est-ce qu'on sait que c'est le mécanisme de défense qui a agi plutôt qu'un choix délibéré de la part de l'évitant ou l'évitante? Il ou elle réapparaît ultérieurement dans votre vie. Et la combinaison des deux est possible aussi, c'est-à-dire qu'il ou elle avait fait un choix éclairé de ne plus s'investir dans cette relation-là,
mais de revenir quand même ultérieurement redonner une chance à la relation. La personne ne revient pas en étant parfaite, elle revient telle qu'elle était. Donc la première des questions à se poser, c'est est-ce que vous avez envie d'être dans une relation aussi complexe avec quelqu'un de complexe? Ici, c'est parce que j'ai réussi à décomposer le mouvement, décortiquer le mécanisme que je peux vous le partager et aussi m'éviter des écueils. Ces mécanismes, chez la plupart des évitants, sont inconscients. Et donc, depuis 1 an et demi, j'ai évité pas mal de passages à l'acte dans ma relation amoureuse. C'est ce que j'estime être le minimum que je puisse faire en termes de soins à la relation. C'est ma part du taf. Et cela n'est possible que grâce à la dynamique, à la systémie avec mon compagnon. Sans la valse entre les deux et la sécurité entre les deux, il n'y a pas d'issue possible. Je ne vais pas guérir de qui je suis, je reste qui je suis, mais je peux trouver un endroit de transformation grâce à la relation. Alors ici, dans mon exemple de personne évitante, le passage à l'acte prend le visage d'une rupture du lien, mais à contrario, chez une personne anxieuse, ça pourrait être une demande soudaine de mariage alors qu'on se connaît à peine et que tous les voyants sont au rouge. La personne en face, qu'elle soit évitante ou même sécure, risque de se poser pas mal de questions sur cette demande et la pertinence ou la sincérité de cette demande en mariage. Pour être plus juste, parlons plutôt d'authenticité de cette demande en mariage. D'où est-ce qu'elle part? Est-ce qu'elle part d'une peur de perdre l'autre ou vraiment d'un élan du cœur? Je connais l'exemple d'un couple qui s'est marié 3 jours après s'être rencontré et qui a fonctionné toute une vie durant. Et donc ce n'est pas tellement la notion de temps passé avec l'autre ici, mais de sentir depuis quel endroit on veut faire cette demande. Et lorsqu'elle surgit de nulle part alors que tout va mal dans le couple, le partenaire est en droit de se questionner sur l'authenticité de cette démarche. Et lorsqu'on est motivé simplement par la peur de perdre l'autre, on va sans le vouloir créer les conditions idéales pour que cela arrive. Je vous ai dépeint ici 2 types de passages à l'acte extrêmes, mais bien sûr il en existe des plus quotidiens. Il suffit d'un malentendu, d'une mauvaise humeur, d'un mot mal placé pour qu'on ait envie de réagir, voire de surréagir. Et malheureusement, la technologie, le fait de pouvoir envoyer en instantané toutes nos pensées, joue contre nous. Nous sommes le début de l'année, donc je vous propose de nous questionner sur le nombre de fois sur l'année où on va envoyer des messages instantanés sans prendre le temps du recul ni de la réflexion, qui vont certes provisoirement apaiser notre tension intérieure, mais vont-ils protéger le précieux du lien? Ça, c'est une autre question. Sont-ils le fruit de l'amour ou de la peur? Et donc ici, je vais vous demander d'essayer de voir ces passages à l'acte comme une crise thérapeutique dont la seule raison d'être est l'expulsion d'agents toxiques qui perturbent notre bon fonctionnement. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de soi, une sorte de tension, et qu'il n'est nullement nécessaire d'aller déverser sur la personne qu'on aime. Malheureusement, qui n'a pas fait ça parmi nous, d'aller adresser sur l'extérieur et notamment à la personne aimée et de manière bien souvent inappropriée cette tension qui nous appartient. Alors ici, quand je parle de crise thérapeutique, donc elle est bien souvent inconfortable, mais en réalité elle est salutaire. Il faut pouvoir l'extraire de soi, mais de façon appropriée. Et c'est là qu'intervient l'affirmation juste. Il ne s'agit pas de mettre sous le tapis cette tension, elle a bien quelque chose à nous dire, à nous apprendre sur la relation et avant tout sur soi, mais à nous d'apprendre à pouvoir l'exprimer en justesse, de la manière la plus juste possible. Et cela est une grande difficulté, notamment pour les personnes hypersensibles qui ont l'habitude de mettre sous le tapis
de peur d'être désaimé, abandonné, rejeté, jugé, etc. et qui vont finir par imposer un passage à l'acte à l'autre et bousculer et redéfinir totalement la relation. Petite parenthèse pour les personnes qui sont dans le bon duo d'âme, vous pouvez faire autant de passages à l'acte que vous voulez, la personne qui est votre binôme reste toujours dans le périmètre. Elle ne reste pas comme un esclave idiot, elle reste par amour et sans faire d'effort. C'est-à-dire que l'effort produit dans la relation est surtout amené par la compréhension mutuelle. C'est-à-dire que si on comprend par exemple que l'évitant, il a peur de perdre l'autre et donc il va faire son passage à l'acte en se tirant de la relation plutôt que de souffrir la perte de l'autre, eh bien on comprend alors par symétrie que c'est alors exactement la même peur que l'anxieux qui va faire sa demande en mariage de peur de perdre la personne aimée. Et même si il n'y avait pas cette compréhension intellectuelle, mentale chez l'un et chez l'autre, il y a en fait comme un accueil qui dit « Ok, je crois que tu as tes raisons et j'ai les miennes ». Cet accueil extrait tout le monde du jugement, du ressentiment et de la colère. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué avec mon compagnon. Et pourquoi cela est possible? Mais c'est parce que tout simplement, la différence est compensée par l'amour incommensurable qu'il y a dans ce type de lien. Concrètement, cela veut dire qu'on sait que nous ne parlons pas la même langue et donc au lieu de s'entretuer à vouloir à ce que l'autre parle absolument sa langue, on accepte qu'il y a quelque chose qui n'est pas pareil et on laisse faire tout ce qui est pareil pour aménager la relation. Et qu'est-ce qui est évidemment le plus pareil? C'est l'amour mutuel. Et donc chaque fois qu'il y a eu des passages à l'acte de part et d'autre, eh bien, il y a eu aussi une grande ouverture de part et d'autre, une grande écoute de l'un et de l'autre. Si on relève les difficultés hors normes dans les liens d'âmes jumelles et de flammes jumelles, on oublie bien souvent de dire qu'il y a ce grand amour qui annule les grands écarts et qui réalise l'absolu qu'est cette relation. Lorsqu'il m'arrive une impulsion de vouloir poser un acte extrême qui va de nouveau faire tanguer toute la relation, parfois le temps pour trouver mes mots est tellement long que la tension à l'origine de la tentative de passage à l'acte est déjà passée. C'est donc bien la preuve que l'exprimer sur l'extérieur n'est pas si nécessaire que cela. Surtout lorsqu'on envisage qu'on serait des êtres traversés perpétuellement et en permanence par diverses tensions, on aurait alors le libre arbitre et la responsabilité d'aller offrir cela sur l'extérieur comme un cadeau en étant dans notre vulnérabilité et notre authenticité. J'espère que le propos a été suffisamment élaboré et éclairant pour vous. Si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à nous rejoindre dans les ateliers du dimanche. Nous verrons ensemble et en détail tout le mouvement, toute la mécanique qui se produit à l'intérieur d'un ou d'une évitante lorsque il ou elle décide de mettre fin à la relation. Nous verrons aussi qu'est-ce que concrètement l'affirmation juste et en quoi elle permet de vivre des relations harmonieuses, même en présence de personnalités complexes. Et notamment, elle remplace les passages à l'acte de manière beaucoup plus constructive. Pour plus d'informations ou une inscription, écrivez-moi sur filhorizon@gmail.com. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une merveilleuse année qui verra toutes les aspirations de votre cœur se réaliser.